parti du coup. Alors, le but de ce webinaire, ça va être de vous expliquer, alors, globalement, ce qui est faisable en termes de calcul sur la partie déformation. Je vais vraiment dire calcul, je partirai pas sur la partie analyse de résultats et tout. C'est quelque chose qu'on a déjà fait par le passé, qu'on pourra refaire si besoin, puis qu'on peut vous communiquer, je crois, si besoin aussi. Là, vraiment, c'est globalement, quand vous lancez un calcul déformation, quelles sont les possibilités? Comme dit à chaque fois pour les webinaires, on se base quand même un petit peu sur les retours qu'on a au support au support et en formation, pour dire voilà, on va essayer de parler de ce sujet-là. Bien entendu, et ça va bouger. Si, c'est bon. Je me suis mis dans les clous, j'ai mis un petit truc de tout ce que j'ai pu faire par le passé. Au niveau actualité, on s'y rappelle comme à chaque fois qu'on fait des articles. On essaie de s'y tenir tous les mois, à faire un article sur un sujet en particulier. Par moment, pareil, on utilise un peu ce qui vient au support et en disant ah, tiens, ça pourrait être intéressant. Et on en parle dedans. Typiquement, par exemple, toi et analyse de flambage avec régression de nuage, c'est un des points que je vais discuter ce matin. Les webinaires en cours, donc ceux qui ont déjà eu lieu et les prochains. Le prochain, ça sera Sébastien sur la partie extrusion. Donc, je vous montre un peu ce qu'on peut faire. Alors, c'est un peu borderline par rapport au logiciel de manière générale. Mais voilà, je sais qu'on avait eu la question aussi. Et il y a des choses faisables, il y a des choses qui seront pas faisables non plus. Mais voilà, l'idée, c'est de montrer un peu ce qui peut être fait et puis ce qu'on peut en attendre. Le prochain pour moi, je crois que c'est gestionnaire de calcul. Et après, je crois que j'ai la poudre à la fin. Le club utilisateur, ça s'approche. Ça nous fait peur, mais ça s'approche. Faut qu'on soit prêt. L'atelier, enfin la première demi-journée, les ateliers, où on aura des sujets divers et variés sur l'alimentation, comment créer une alimentation, comment créer une thermique et l'intérêt, enfin ce qu'on peut faire. Et moi, je ferai une partie sur la partie défaut d'aspect. Ce sera, voilà, il y a du travail. Et le sommaire de la journée donc du jeudi avec tous les présentateurs disponibles, enfin qui seront là. Et nous on clôturera avec toujours un peu la partie, on va le simplifier par trucs et astuces et globalement tout ce qui permettra d'aller un peu plus vite. Comme à chaque webinaire, il y aura les questions, il faudra passer par la partie chat. Donc n'hésitez pas, j'essaierai ou de répondre en direct ou de répondre après coup, si j'ai pas la réponse tout de suite. J'espère avoir. Et puis voilà. Alors, globalement, faut déjà, je fais un petit rappel sur qu'est-ce que la déformation dans le Moleflow. La déformation, ça sera clairement tout ce qui sera lié au retrait et la déformation pure. Donc vraiment la déformation mécanique et la déformation liée au retrait. Et du coup, dans la partie analyse, il y aura des choses qu'on pourra un peu mettre de côté par rapport au retrait sur, voilà, c'est la déformation pure. Les causes de déformation seront utiles parce qu'on pourra déterminer ce qui vient, en fait, ce qui génère la déformation, enfin le retrait qui génère la déformation à travers l'épaisseur d'une région à une autre ou en fonction d'une direction. C'est vraiment en fait un point important, c'est que globalement, votre déformation, elle est analysée par rapport à des directions et par rapport à des courbes de déformation. Donc il y a quand même des éléments numériques utilisés liés à la fiche matière pour calculer ça. Donc il y a des analyses, et ça sera c'est en partie le point, qui nécessiteront par moment de passer par des choses un petit peu différentes. Dernier rappel, la déformation que vous voyez dans Moleflow, globalement, elle est affichée forcément avec la méthode du meilleur ajustement, best fit en anglais,
où globalement la pièce donne toujours l'impression de se rétracter vers, on va faire simple, le centre de gravité. C'est voilà. Le but étant de minimiser les déformations, c'est-à-dire qu'on a le moins de déformations pour tous les points. Après, en fonction de ça, justement, vous pourrez travailler pour l'affichage en définissant des autres zones pour le meilleur ajustement, en utilisant notre plan d'ancrage. Enfin, il y a plein de possibilités pour justement mieux analyser la déformation. Comme j'ai dit au départ, c'est pas le but de ce webinaire. Là, pour l'instant, moi, on va vraiment se focaliser sur, avant de lancer un calcul, qu'est-ce qu'il faut, enfin, quels sont les types de calculs possibles et ce que ça va apporter ou non. Globalement, dans de Molflow, enfin, de manière mécanique, vous avez deux types de déformation. La déformation stable, la déformation instable. La déformation stable, globalement, alors je vais être basique au départ, je vais lire les définitions, c'est la déformation linéairement proportionnelle à la contrainte de retrait appliquée. Globalement, vous appliquez un retrait, ça crée des contraintes, ces contraintes créent une déformation, et la relation entre les deux, elle est linéaire. Pour schématiser un petit peu, vous utilisez le module Young, ça passe nickel, vous avez sigma, et avec le module Young, vous retrouvez epsilon. Donc ça passe super bien. La déformation instable part du principe que les contraintes dans le plan augmentent la contrainte de la membrane jusqu'à un point d'instabilité. Globalement, vous aurez un niveau de contrainte tel que la structure de la pièce ne supportera plus et la structure va devoir s'adapter dans ce cas-là. Et ça peut entraîner des grandes déformations. Dans ce cas-là, la relation donc n'est pas linéaire entre contrainte et déformation et on est obligé un peu de travailler différemment. Alors, dans le logiciel et de manière générale, de manière très générale, ce qui détermine en fait le choix entre l'un et l'autre, c'est le flambage. C'est globalement quel est le taux de contrainte que peut supporter la pièce sans partir en grande déformation. C'est ce qu'on voit là, c'est que la pièce, alors l'exemple que j'ai, la petite vidéo, c'est une vidéo qu'avait présentée Franco à une époque, où on voit en fait que globalement on applique une contrainte, puis à partir du moment en fait la déformation, enfin le comportement commence à être non linéaire, et on voit en fait que la pièce justement commence à se déformer de manière non linéaire. Alors c'est pas tout à fait du domaine plastique, parce que nos courbes dans tous les cas sont en domaine élastique, mais c'est que la déformation en fait va plus être, on peut plus considérer que ça se comporte de manière linéaire. Quand est-ce que ça peut arriver? Quand le matériau a un faible module, quand la structure de la pièce ne peut pas résister aux contraintes. J'en reparlerai à la fin sur la conclusion de cette partie-là, parce que c'est structure de la pièce ou structure des zones. Il y a des zones qui peuvent présenter des modules plus importants, enfin des déformations plus importantes. Et voilà, je vais en reparler un peu plus tard. En théorie, ça se produit rarement. De ce que j'ai vu dans la réunion, il y a quand même des gens chez qui ça peut se produire plus souvent. Parce que il suffit que la pièce, comme dit, la pièce présente une structure un peu faible ou le matériau a un faible module. Vous prenez une grande pièce en PP par exemple, voilà, le module du PP c'est pas génial, la pièce si elle n'est pas structurée, ça peut ne pas être génial et ça peut faire que vous partirez en grande déformation. Hop, hop, voilà. Globalement, comment ça va marcher dans Molflow? Alors, déjà, il faut savoir que ce n'est disponible qu'en mid-plane ou en 3D. Le dual domain, en fait, ça n'a pas été concerné par ce changement parce qu'on part du principe que c'est des pièces qui sont quand même surfaciques mais petites. Le ratio épaisseur, dimension, longueur-largeur est acceptable pour que voilà, ça soit quand même adapté. Et du coup, les pièces qui présentent un ratio épaisseur, longueur-largeur beaucoup plus important, c'est du mid-plane. Et pourquoi ça a été mis en 3D? Parce que justement, dans des cas où on peut avoir des épaisseurs relativement importantes, ça peut être utile de le faire en 3D. Globalement, comment ça va se passer? Vous avez à chaque fois, en fait, pour chaque module, enfin pour chaque maillage, le calcul flambage qui est disponible. Et dans ce calcul flambage, en fait, vous allez avoir peu de choix finalement. Principalement, le nombre de valeurs propres à afficher.
Alors, nombre de valeurs propres affichées, c'est ce qui vient juste après. Globalement, en fait, une valeur propre, c'est quel est le taux de chargement nécessaire, le facteur de charge critique, que peut supporter la pièce. Pour faire simple, il va prendre tout ce qui va générer la déformation, retrait, contrainte interne, tout. Et quand on va faire un calcul de flambage, il va faire des incréments. Donc il va prendre 10%, 20%, 30, 50, etc., 100%, et monter jusqu'à ce que la pièce dépasse le facteur de charge critique. Donc en fait, que la structure ait à changer de manière drastique. À partir du moment où vous dépassez cette valeur, vous êtes en grande déformation, et lui, donc, ce qu'il va donner, c'est j'ai telle valeur propre. La différence du coup entre mid-plane dual 3D, c'est que en mid-plane, vous en avez 2, en 3D, vous en avez qu'un. Je marque en bas valeur propre négative ignorée, parce que ça représente l'expansion de la pièce et ça n'a pas de sens. Et bien faire attention à un point, c'est que l'affichage qui est donné, alors il n'est pas là, l'affichage qui est donné, c'est en exposant. Donc ça peut être, comme j'ai marqué ici, 3,2 E-1. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, ce qu'on va devoir regarder, c'est quelle est la valeur de charge critique. Et il faut que cette valeur soit supérieure à 1,5. J'anticipe un peu ce qui est marqué après. Sauf que si c'est écrit 1,5 quelque chose et que vous ne faites pas attention et que c'est E-1, ben c'est pas 1,5, c'est 0,15. Voilà, faut vraiment essayer de faire attention à ça. C'est pas, alors c'est un piège voilà, quand on lit vite, on se dit ah c'est bon, et non c'est pas bon. Du coup, donc vous avez dans le journal et dans les résultats les valeurs propres trouvées. J'ai 2 exemples ici. Ça c'est un calcul 3D sur lequel j'ai ma valeur propre qui est affichée là, et en fait le même calcul, j'aurai les valeurs propres affichées dans le journal. Ces valeurs propres vont déterminer quel est le mode de chargement que peut supporter la pièce sans partir en grande déformation. Globalement, alors, on donne, alors en facteur de charge critique, la règle, elle a toujours été de partir sur 1,5. Alors pourquoi 1,5? Parce qu'en principe, on pourrait se dire si ça supporte 100% du chargement, c'est bon. Et on se met un petit coefficient de sécurité quand même, parce que globalement, si vous êtes à 100, il n'y a rien qui empêche que pour X raison, vous ne serez pas à 98 ou à 102. Et du coup, on préfère dire 1,5, c'est sûr. Et du coup, donc, si lambda, la valeur propre est inférieure à 1,5, il faut partir en grande déformation. Si c'est supérieur à 1,5, vous pouvez rester en petite déformation. Il y aura une différence à ce niveau-là, alors je ne l'ai pas écrit au mid-plane, par rapport entre mid-plane et 3D, c'est qu'en mid-plane, vous avez un calcul automatique qui fait automatiquement du flambage et qui choisit tout de suite le calcul. En 3D, vous serez obligé finalement de faire le flambage, de sortir la valeur propre, et de cette valeur propre dire ok, maintenant je fais un autre calcul ou je fais petite déformation, grande déformation. En termes de capacité, vous avez une pièce qui a un lambda supérieur à 1,5 et vous faites quand même un calcul grande déformation, ça ne gêne en rien. C'est-à-dire qu'un calcul grande déformation correspond à un calcul petite déformation, c'est juste beaucoup plus long et précis. Je vais en parler juste après. Par contre, attention, si vous faites un calcul flambage qui vous sort une valeur inférieure à 1,5, qui donc nécessiterait un calcul grande déformation, et que vous faites le calcul petite déformation, les résultats peuvent être hasardeux. Donc bien faire attention à ça. Voilà. Si vous avez un doute, il vaut mieux faire ou un flambage ou un grande déformation. Mais voilà, petite déformation, c'est bien quand vous êtes sûr à 100%. Est-ce que c'est tout bon pour l'instant? Est-ce qu'il y a des questions avant que j'attaque la grande déformation? Comme dit, faut passer par le petit bandeau questions qui est dispo dans la menu.
Pas de question. Ouais, alors oui, c'est une question et une remarque en même temps. Au-delà d'un certain nombre d'éléments en mid-plane, Molflow force le calcul en large déformation, quelque chose comme 180 000 et le triangle plus. Ça me surprend moyennement parce que je pense qu'à partir du moment où la taille du modèle est, est grande, la structure elle est peut-être pas assurée et je pense qu'effectivement il y a peut-être un truc comme ça, ouais. Ça me surprendrait pas. Où on lance le calcul de flambage dans la partie déformation. Dans le menu de déformation, quand tu es en déformation, tu as le choix entre trois calculs. Mais oui, dans le process settings, dans cette partie-là. Type d'analyse de gauchissement, flambage, et en fait on va se retrouver avec flambage, petite déformation, grande déformation et flambage. Hop, alors, grande déformation. Grande déformation, en fait, dans ce cas-là, on part du principe que le comportement est non linéaire. On va devoir, en fait, on va dire au solver, globalement, tu vas analyser le comportement mécanique de la pièce en discrétisant les pas de chargement ou de déformation. Et j'ai une coquille avec un T. Bon. Et donc, enfin, le principe du calcul, c'est qu'on va décomposer ça. Et vous allez devoir le définir. Alors, ou laisser le logiciel décider, mais voilà. Moi, souvent, quand j'en parle en formation, je pars du principe que, enfin, j'essaie de prendre l'image vous avez une poutre encastrée et vous devez la charger avec 1 kg. Vous avez la possibilité de faire, vous prenez 1 kg, vous le mettez. Ça, c'est la petite déformation. La grande déformation implique que, globalement, vous avez un sac qui correspond à 1 kg et vous avez des poids dedans, pour faire simple, de 100 grammes. Et en fait, vous allez pouvoir faire des incréments avec 100 grammes. Donc, vous allez ajouter 100 grammes, puis 100 grammes, puis 100 grammes, puis 100 grammes, jusqu'à arriver à 1 kg. Dans le calcul, en fait, on pourra même faire un truc où vous pourrez ajouter 100 grammes, puis après 50, puis après 200, puis après, voilà. Et en fait, vous pourrez finalement un peu personnaliser ça. La mise en donnée, en fait, elle va être justement différente. C'est que dans le type de calcul de gauchissement, vous allez choisir grand déplacement. Alors, l'affichage que j'ai mis peut différer de ce que vous avez. D'ailleurs, Franck, j'ai une question parce que où on lance le calcul de flambage, j'ai répondu un peu bêtement dans le process settings. Attention, ces calculs sont disponibles alors, au fur et à mesure ils sont arrivés et je suis pas persuadé que dans ta version, Franck, tu l'aies. Parce qu'il me semble que tu es encore sur une 2018. Donc il faudra voir. Globalement, donc pourquoi j'ai fait ça? L'affichage que j'ai là, c'est le tout dernier, 2023. 2023, il y a l'agrégation du maillage qui est disponible. Et c'est pas mal. J'ai mis qu'un affichage parce qu'entre Dual 3D et Midplane, il y avait peu de différence. Je crois qu'il y a juste une case pour corriger l'imperfection sur la tolérance. C'est le seul truc qui diffère un peu. Donc, globalement, on a un menu dans lequel, finalement, c'est ce que je disais juste avant, on va en fait, en quelque sorte, piloter le chargement. On va discrétiser les pas de chargement. Et finalement, on va pouvoir avoir accès à tout ça. Donc, indirectement, on va pouvoir définir des éléments standards, type tolérance de convergence relative, nombre de paliers d'incrémentation maximale, facteur de charge maximale, accroissement maximal du facteur de charge de pas. C'est des critères, alors même dernier, nombre maximal d'itérations par pas, c'est des critères qui peuvent être à modifier, mais honnêtement, voilà quoi, c'est très très limité parce que finalement, vous jouez plus sur les limites du calcul. Le nombre maximal de paliers d'incrémentation de charge, 60. Si vous mettez 60 pas, c'est que votre modèle, il y a peut-être un souci. C'est faisable, je dirais, mais ça sera vraiment au cas par cas. Donc sur une étude classique, pour moi, il n'y a pas besoin de changer ça.
Là où en fait il y a des besoins, enfin ça peut être utile de changer, c'est les deux derniers. Méthode d'incrémentation de la charge et reconstruire la matrice de Raider. C'est expliqué juste après. Voilà. Globalement, la méthode d'incrémentation de la charge en fait va vous permettre de définir comment vous allez incrémenter. Vous avez basiquement trois méthodes. Vous contrôlez le chargement, vous contrôlez le déplacement. Alors je vais faire peut-être, on va mettre pointeur parce que voilà. Vous contrôlez le chargement, le déplacement et en fait vous mettez un mixte. Globalement, vous pouvez faire donc contrôle de chargement en automatique ou en manuel. La différence, c'est en automatique, vous définirez un premier pas et après c'est le logiciel qui se décide tout seul. Manuel, vous mettez autant de pas que vous le souhaitez. Contrôle de déplacement, alors c'est un petit peu bizarre, je sais que je vous dis à chaque fois, j'ai toujours eu du mal à comprendre un peu le fonctionnement parce que finalement, dans ce cas-là, au lieu de définir, vous appliquez X% du chargement de la pièce, vous appliquez une déformation et vous regardez la réponse, vous regardez la réponse par rapport à la contrainte. Donc c'est un petit peu bizarre parce que vous définissez des taux de déplacement, enfin des valeurs de déplacement dans ce cas-là. C'est un peu étrange. Moi, les méthodes là, je sais que déplacement automatique manuel, je n'utilise pas. Une dernière méthode qui peut être utile, c'est contrôle de chargement de la longueur d'arc. Parce que dans ce cas-là, en introduction, je dis que le comportement, voilà, il va analyser le comportement mécanique de la pièce. Le comportement peut ne pas être linéaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir une évolution faible en contrainte, mais importante en déplacement ou l'inverse. Et finalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il justement, le contrôle de chargement d'arc, il va analyser l'évolution de la courbe pour dire attention, là j'ai des pas qui partent plus vers une contrainte importante et un peu faible déplacement, bah, je vais affiner ça. Et en fait, il va affiner tout seul l'évolution du chargement en fonction finalement du comportement de la pièce. Parce que alors la deuxième option qui est liée finalement à ça, c'est la matrice de Raider. C'est globalement, il va recalculer de manière plus ou moins fréquente, vous avez la main sur ça, le comportement mécanique de la pièce au fur et à mesure du chargement. Donc c'est-à-dire que pour chaque pas de calcul, il va recalculer finalement, ok, c'est quoi la structure de la pièce, comment elle évolue, qu'est-ce qu'elle va supporter, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, en fait, les deux sont liés. Donc clairement, c'est un calcul qui c'est couplé, enfin en gros il fait du couplage avec lui-même, il analyse sa structure, fait évoluer son chargement, il réanalyse sa structure, il refait évoluer son chargement. Et c'est un calcul qui peut vraiment être très long, parce que justement, toutes ces boucles-là peuvent prendre du temps. Alors pourquoi je vous montrais les options de la dernière version 2023, c'est que justement on peut passer sur des éléments du second ordre dans ce cas-là. Pour rappel, des éléments du second ordre, je parle du 3D principalement, c'est vrai aussi en mi-pleine, en mi-pleine, on utilise en fait ou des triangles ou des tétraèdres avec des arêtes, des nœuds sur les arêtes, pardon. Globalement, un tétraèdre du second ordre, c'est un tétraèdre qui, au lieu d'avoir 4 nœuds, donc 3 sur la base, 1 sur le sommet, vous avez 10 nœuds. 3 sur la base, 1 sur le sommet, et 1 sur chaque arête. Et comme il y a 6 arêtes, vous arrivez à 10. L'intérêt en fait de ça, c'est que cette option-là permet de limiter le nombre d'éléments dans l'épaisseur. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer X éléments dans l'épaisseur, par défaut de 10, en fait vous pouvez simplifier parce que vous êtes en mécanique pour avoir que 2 éléments. Mais ces 2 éléments en fait vont avoir des notions de souplesse à travers l'épaisseur. Et du coup, finalement, on a besoin de moins de mémoire et un temps calcul réduit. Et c'est pas anodin parce que pour le coup, le gap entre un calcul petite déformation ou grande déformation, déjà on va voir que ça c'est conséquent, et le gap agrégation activée et agrégation désactivée, il peut être assez conséquent. J'ai mis un exemple là où c'est 36 minutes avec l'agrégation activée et 2h11 sans l'agrégation. On voit que le résultat il diffère très peu. Parce que alors d'une part, ma pièce a un comportement qui est déjà linéaire au départ, donc il n'y a pas de raison que ça aille trop loin. Et les valeurs affichées de temps, c'est des valeurs qui peuvent être quand même, c'est pas forcément représentatif de la réalité. J'ai déjà eu des calculs grande déformation qui duraient 4, 5 heures, 6 heures, voire plus. Parce que la pièce, il suffit qu'elle soit un petit peu conséquente, on arrive vite à des temps de calcul assez démentiels.
Donc, cette option de calcul grande déformation et d'agrégation, c'est là où elle est utile. C'est qu'on peut avoir finalement plus vite une information de ça part, enfin, c'est quoi la valeur de grande déformation. Je fais une petite parenthèse qui n'est pas écrite, c'est que quand vous serez en calcul grande déformation, vous verrez que vous n'aurez pas accès à tout ce qui est cause de déformation, etc. Parce que, sur le principe, je vais simplifier un petit peu, mais si vous êtes en grande déformation, c'est pas bon. Donc, il faut déjà essayer de résoudre ça, et après, on peut commencer à parler des causes. Voilà, pour faire simple. Pourquoi c'est pas présent? Est-ce que c'est bon pour la grande déformation, du coup? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je vois qu'il y a du monde quand même, c'est bien. Pas de questions. Petite déformation, du coup. En petite déformation, alors c'est le mode que vous connaissez tous finalement, pour beaucoup je pense quand même. C'est le mode le plus simple, c'est globalement on a un comportement linéaire, on sait qu'on peut y aller, ça va se déformer normalement, correctement, et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison d'y aller avec des pincettes. On peut faire un truc simple, un pas d'incrément, 100%, et ça va marcher. Alors j'ai une question sur la grande déformation, intègre-t-elle le retrait? Tout le temps, systématiquement, on a forcément déformation qui est égale à déformation plus retrait, dans tous les cas. Comme en fait, on a moins de besoin de prendre de gants, on peut aller plus loin. C'est que le petit déformation, pardon, lui, on a pas mal d'options d'analyse. On peut faire la cause du gauchissement, on peut utiliser les éléments du second ordre, on peut utiliser maillage agrégé. En fait, on a quasiment accès à toutes les options, sauf la partie incrément, finalement. La cause de déformation, finalement, c'est vraiment l'étape où on a une pièce, elle se déforme, et qu'est-ce qui crée la déformation, et sur quoi on peut agir sur la déformation. Ça permettra finalement plus facilement d'aller à j'ai ça comme problème de déformation, je vais travailler sur ça. Sur les deux exemples que j'ai à l'écran, globalement, on voit que sur la pièce de gauche, j'ai une partie de ma déformation, une grande partie qui vient de mon retrait. Donc il y aura des choses que je pourrais faire sur la partie compactage, peut-être, ou optimisation des épaisseurs. Mais on voit aussi que j'ai une partie de déformation, de refroidissement, pardon. De déformation et qui vient de refroidissement. Peut-être que je pourrais travailler ma thermique pour améliorer ça. Sur la pièce de droite, on voit que on a un peu une combinaison des trois. C'est-à-dire qu'on a une dominante sur le retrait, ici, mais on voit quand même que l'air de rien, le refroidissement entraîne quelque chose aussi, et l'orientation aussi. Et en fait, ça conditionne finalement l'orientation, la forme de la paroi ici, qui ne se retrouve pas du tout en retrait, mais qui se retrouve déjà beaucoup plus en orientation et thermique. Point, alors je précise, je ne l'ai pas écrit, le fait d'activer ou de désactiver l'agrégation du maillage vous permettra d'accéder ou non, donc quand c'est activé, vous n'avez pas accès, quand c'est désactivé, vous y avez accès, au résultat de contraintes post-déformation. Pareil, on a déjà fait un webinaire sur le sujet, c'est un moyen de récupérer finalement, les contraintes post-éjection, donc les contraintes internes résiduelles. Donc voilà, les causes en fait c'est vraiment l'élément utile sur la déformation. C'est à partir du moment où on a ça, on peut vraiment agir sur ma déformation. C'est créé par ça, je vais travailler sur ça pour corriger ça et je vais compenser ces éléments-là. Maintenant, la méthode recommandée. En fait, c'est un peu... Alors, j'ai une question, je la lis après. En théorie, c'est flambage. En fonction du flambage, on fait petite et grande déformation. Alors en pratique, c'était vrai à une époque, ça l'est un peu moins maintenant parce que le flambage, c'est un calcul qui pouvait être très long il y a encore quelques années.
C'est vraiment parce que faut partir du principe qu'il incrémente jusqu'à arriver au facteur de charge critique. Votre facteur de charge critique, c'est 7, il augmente ce qui génère de la déformation 7 fois. Et en fait, il fait des incréments jusqu'à arriver à la valeur de 7, donc 700%. Ça pouvait être extrêmement long. Le fait d'avoir rajouté la partie agrégation a permis de le réduire parce que ça a été rajouté d'abord sur le flambage et ça vient d'être rajouté sur la grande déformation. Donc l'un dans l'autre, en théorie, donc ça devrait être flambage et après en fonction du résultat de flambage, la valeur propre, petite ou grande. En pratique, c'est discutable. C'est que globalement, on peut toujours faire ça. Maintenant, moi je sais que je préfère dire par moment, faites le calcul grande déformation juste pour être sûr. D'expérience, moi j'ai déjà vu ça quand même au support sur des zones de déformation non linéaire. Globalement, en fait, votre pièce présente un comportement plutôt linéaire dans l'ensemble, ce qui fait que la valeur propre, ça sera plutôt quelque chose, je vais le faire simple, on va dire, ça sera un 6, un 7, 2, un truc comme ça. Mais dans cette pièce-là, dans la pièce que vous utilisez, il y a une zone qui est un peu moins structurée, un peu moins tenue. Et ça peut présenter un risque de flambage. Et on a déjà eu des cas support où, globalement, tout était bon sur la déformation, sauf une zone qui, selon qu'on passe le calcul en petite ou en grande déformation, on n'avait pas les mêmes tendances et valeurs. On a eu 2 cas où on n'avait pas les mêmes tendances et un autre cas où on n'avait pas les mêmes valeurs. Donc dans le doute, moi je pars toujours du principe, c'est qu'une fois que vous commencez à bien avoir optimisé les remplissages pour injection thermique, tout ça, compactage, quand vous commencez à faire un calcul de déformation, vous faites ça un soir tranquillement, vous prenez la pièce, vous faites petite déformation, vous dupliquez le calcul, vous dites maintenant tu le fais en grande déformation, vous mettez un chargement automatique, pas un truc qui va être où vous avez peut-être besoin de passer trop de temps, donc contrôle de chargement automatique, ou même la méthode longueur d'arc, et vous lancez le calcul. Il n'y a rien d'autre qui doit changer, c'est-à-dire que vous serez à condition d'entrée identique, remplissage thermique, tout ça, et la seule variante, ça sera la déformation. Et en théorie, à la fin, vous devez avoir 2 résultats qui sont proches. Proches en tendance, proches en valeur. S'il y a une différence, c'est le grande déformation qui a raison. Donc dans ce cas-là, il faut voir pourquoi, il faut voir qu'est-ce qui peut être changé sur la pièce. Parce que comme j'ai dit, quand c'est en grande déformation, c'est qu'il y a quand même une instabilité quelque part. Alors j'ai une question, est-ce qu'on peut définir les grandes et petites déformations d'après le pourcentage de déformation? C'est pourcentage de retrait, je pense que vous vouliez dire. Parce que je comprends pas trop sinon. Je vais répondre. Alors, si c'est pourcentage de retrait, non. Ouais, non, parce qu'en fait, c'est pas aussi simple, parce que finalement, c'est la partie mécanique qui intervient. C'est-à-dire qu'on peut avoir une pièce qui présente énormément de retrait, mais on a un module Young super élevé, la pièce elle est super structurée, ça change rien. C'est vraiment la structure de la pièce dans les conditions d'injection. J'ai déjà eu des cas aussi par le passé où globalement vous changiez la position d'injection. C'est un cas support, c'était il y a longtemps. La même pièce, même matière, même tout, enfin tout quasiment identique. Le point d'injection était changé. La pièce passait en petite déformation, en grande déformation. Enfin, en gros, la valeur propre qui était sortie, elle était différente. Donc c'est vraiment, c'est même pas quelque chose qui peut s'anticiper facilement, juste en disant ah, hop, j'ai telle matière, voilà. Le seul point sur la matière qui sera facteur de, je veux dire, de risque de grande déformation, c'est la partie mécanique. Vous prenez une matière qui a un module Young super faible, comme les EPDM, les trucs comme ça. Vous savez qu'en termes de structure, ça sera compliqué. Le pourcentage de déformation par rapport à la taille de la pièce. Bah, indirectement, le pourcentage de déformation par rapport à la taille de la pièce, c'est ce qu'on cherche.
Moi, c'est à partir du moment, de toute façon, où on commence à avoir des grandes valeurs de déformation, je préfère faire justement le calcul grande déformation. Parce que si la pièce est grande, elle a de fortes chances qu'en termes de structure, ça soit pas adapté. Et du coup, je préfère faire le calcul en grand déplacement. Euh, donc, ouais. Du coup, donc la méthode, voilà. Alors, sur les options de résultats, j'ai juste fait un petit rappel sur pointeur, on va enlever le pointeur. Hop. Vous avez toujours en fait les possibilités d'analyser la planité et la circularité. C'est un rappel, ça c'était un truc qu'on avait fait au Club Utilisateur il y a 3 ans, 4 ans, je crois, un truc comme ça. Synergie 2019, donc oui, 4 ans. Pour expliquer voilà ce qu'on pouvait en faire, en sachant que la macro a un peu évolué entre temps. Alors la planité, ça reste la même chose. La macro d'ovalisation, le résultat a un peu évolué pour donner des choses par rapport à les valeurs mini-maxi sur les rayons. Si je laisse afficher jusqu'au bout, ils essaient en fait de la faire évoluer au fur et à mesure. Hop. Maintenant, on a le radius, donc la valeur du rayon, et la valeur mini-maxi du rayon. Donc il y a des éléments qui sont ajoutés au fur et à mesure. Si vous vérifiez dans la macro, vous l'éditez, vous verrez, il doit être marqué, ça doit être V1.5, on doit être un truc comme ça sur l'ovalisation. Parce que justement, le but c'est de pouvoir aller de plus en plus loin. Globalement, ça rejoint un peu une question qu'il y a eu. Il y a aussi, n'oubliez pas, tout ce qui est déformation et option de déformation, donc option du résultat. Je parle juste la partie compensation de retrait, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on regarde la déformation en retirant le retrait. En retirant le retrait de manière artificielle, c'est globalement vous gonflez la pièce de la valeur de pourcentage que vous définissez, vous ou le logiciel. C'est toujours utile à voir parce que ça permet, si je repars des causes de déformation, vous pouvez regarder finalement ce que donne la déformation en quelque sorte négligeant le retrait. Donc ça permet de voir un peu mieux ce qui se passe. Et tout ce qui est option d'analyse aussi via des plans d'ancrage. Donc vraiment penser à, j'en parle, enfin maintenant j'insiste beaucoup dessus en formation, il faut avoir le plus possible en tête comment va être mesurée la pièce, comment ça va être analysé. Globalement, c'est quoi les zones critiques, qu'est-ce qu'il faut regarder et tout. Parce que en fonction de ça, vous serez peut-être amené à faire des analyses différentes, en utilisant des plans d'ancrage, des meilleurs ajustements. Enfin, partez du principe que la déformation est libre au départ dans le flow, aucune tenue, aucun blocage, et voilà, vous devez l'adapter par rapport à quelque chose qui va être mesuré de manière réelle. Ça peut être une méthode simple, c'est la méthode toute bête, vous posez la pièce sur la table puis vous regardez, ou ça peut être une méthode où globalement, voilà, vous travaillez avec des choses spécifiques. Alors j'ai une question, est-il prévu d'aborder l'interprétation des résultats suivant la mise en place d'un référentiel bien précis? Non, c'est comme dit au départ, là pour l'instant on va parler juste solver. Non, c'est vraiment toutes les... Là c'est juste un rappel sur les possibilités de l'analyse. Donc ouais, donc tout ça pour dire, pensez comment ça va être mesuré pour pouvoir dire dans le shell, je vais le regarder de cette manière. Avant d'arriver à la conclusion, globalement le futur. Alors je l'ai abordé, j'ai pas voulu aller trop loin parce que le but c'est pas, alors, déjà il y a une histoire de temps tout bêtement, et le but c'est de pas aller trop loin et en sachant que à l'heure actuelle, le futur, c'est pour ce que je marque, c'est les fonctions scandium. Fonction scandium, clairement, il y a un disclaimer qui existe, qui est présent quand vous commencez à l'utiliser, c'est pas forcément garanti. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu le mettre dans le shell, dans le webinaire. C'est potentiellement une évolution des évolutions qui seront implémentées. Il n'y a aucune garantie de quand et de ça sera vraiment ou non.
Il y a des développements, ils regardent, il y a des choses qui sont testées, qui peuvent être testées par des utilisateurs. Mais voilà. Juste, enfin du coup, la parenthèse fermée. La version Scordium, il y a 2-3 options quand même de calcul qui sont pas mal. Il y a le stamp, tout bêtement. Alors le stamp, c'est une fonction qui existe depuis 3 ans, 4 ans maintenant, qui permet en fait de recalibrer les propriétés mécaniques en utilisant les données CRIMS. Alors c'est pas vraiment le CRIMS pour le 3D, mais il utilise des données du CRIMS pour dire voilà, ben, le CTE c'est un peu différent et du coup ça permet d'avoir des valeurs un peu plus précises en déformation. Et on a fait des essais, alors pourquoi on les marque tout ça, c'est qu'on a fait des essais sur la plupart des modèles et c'est pas mal. De manière beaucoup plus poussée, il y a la viscoélasticité qui est dans les tuyaux pour prendre en compte le post-retrait. Donc vraiment considérer que la pièce après elle est stockée pendant un temps donné et que on regarde la déformation après un certain temps. Alors pour avoir eu des discussions avec des clients, le temps justement peut être différent. On a des clients qui mesurent sortie de tapis, des clients qui mesurent après un jour, des clients qui mesurent après une semaine. Voilà. À l'heure actuelle, c'est sortie de moule. Donc il y a des choses prévues et comme j'ai dit, plus ou moins long terme. Et une dernière, alors qui est plus sur la méthode d'analyse, c'est le blocage de pièces. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez au mieux la possibilité d'utiliser des plans d'ancrage, donc 3 points pour définir un plan. Dans le futur, il sera possible d'utiliser différents points et dire ma pièce sera tenue par ces points, j'applique un blocage en translation, en rotation, enfin selon différents points, et j'analyse la déformation avec la pièce montée. C'est-à-dire que la pièce, elle est mise sur son support et on peut vous parler la déformation sur comment sera la pièce quand elle sera sur le véhicule, par exemple. Je concerne plutôt les grandes pièces. C'est pas mal aussi. Alors, du coup, j'ai 2 questions. Hop, je réponds. Hop. En réalité, plus on laisse une pièce refroidir dans le moule, plus ses retraits sont bloqués, moins elles sont déformées. Mais avec Molflow, non, justement, ça fait partie des. Oui, oui. Plus on laisse une pièce refroidir dans le moule, plus les retraits sont bloqués. Ça fait partie justement de la viscoélasticité. C'est le but, c'est pouvoir faire ça. C'est de dire on tient la pièce et on regarde ce qui se passe. Franco en avait parlé. Il en a parlé au dernier club. Parce que justement, il y avait des choses qui étaient prévues pour dire si on laisse la pièce plus ou moins longtemps dans le moule, la conforme dans le moule, ça c'est pris en compte. À l'heure actuelle, c'est pris, mais pas autant que ça devrait. Et alors, du coup, je mets la réponse. Scolasticité, c'est prévu avec là. On va le faire correctement parce que sinon, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'Autodesk envisage d'un jour de fournir une vraie cartographie des formations signée plus ou moins? Oui, c'est une question qu'on a eue. Est-ce qu'on envisage un jour une vraie cartographie des déformations signées plus ou moins au lieu de all déflexion en valeur absolue qui n'a plus d'utilité? Je dirais ça serait effectivement bien d'avoir un truc à côté qui peut donner des déformations normales. Parce que là, effectivement, à l'heure actuelle, on a que, enfin, on fait x, y, z au carré, la somme, la fameuse formule que j'avais montrée au début. Oui, c'est demandé. Maintenant, ils ont dit effectivement, c'est intéressant, on va voir ce qu'on peut faire. Donc la réponse que je peux donner, c'est envisagé. Ils sont au courant du besoin et regarde cela. C'est non, c'est oui, mais de toute façon sur la partie déformation, il y a plein de choses qui font évoluer pour que ça corresponde de plus en plus à un besoin. C'est une réalité.
Alors, en conclusion, voilà, le but de la déformation, c'est d'être le plus représentatif. Clairement, c'est d'avoir quelque chose qui corresponde à une réalité. C'est bien beau de faire une déformation, si derrière ça veut rien dire, voilà. Ça implique quand même de connaître pas mal de choses en amont aussi. C'est-à-dire que, enfin, c'est le dernier point, c'est connaître les zones à mesurer, finalement, pour justement être au plus proche, et en partie la structure de la pièce. Plus vous connaissez la structure, plus vous connaissez sur le comment ça va se déformer, mieux ce sera. Donc il y a des choses faisables en déformation. En termes de solver, on peut faire des choses. En termes d'analyse, on peut éventuellement aussi faire des choses. Maintenant, après, c'est toujours la question du jusqu'où je veux aller. Donc voilà, pour ma part. Alors s'il y a des questions, c'est le moment. S'il y a des questions, c'est le moment. J'en profiter pendant que pour répondre un peu à ce qui a déjà été mis. Pour rappel, ça peut se faire par le chat, par les questions classiques. Oui, forcément, je réponds aux questions qui ont déjà été faites sur l'intégration du retrait. D'autres formations. Alors, l'insert est-il pris en compte pour la déformation? Oui. Un insert pièce va bloquer en fait le retrait autour de la pièce. Un insert pièce va bloquer, enfin, et il aura, pardon. Alors, on va le faire différemment. L'insert pièce en fait va bloquer le retrait autour de la pièce et l'insert va se déformer aussi en fonction des contraintes qui s'appliquent dessus. Donc oui. Quelle influence sur une analyse DOE? En fait, il n'y a pas de lien. Enfin, en gros, on peut très bien faire. Faut du temps. Parce que sur le principe, un DOE, on peut faire un DOE sur une grande déformation. Il n'y a rien qui empêche. Le DOE, il va refaire tourner X fois la même analyse avec une variation de paramètres ou une variation de combinaison de paramètres. Aucune sur le principe. Enfin, je vais dire aucune, c'est indépendant, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, les deux solvers, pour moi, sont indépendants. Donc on peut très bien faire tourner un DOE avec du grande déformation. Du calcul grande déformation, hop. Et à chaque fois, ils m'ont mis en haut. Pour obtenir une cartographie visuelle de la concentricité d'une géométrie cylindre, il est possible de créer un point au centre du cercle et de visualiser. Alors, j'ai une question, mais qui n'en est pas une. Pour obtenir une cartographie visuelle de la concentricité d'une géométrie cylindre, il est possible de créer un point au centre du cercle et de visualiser avec un anchor plane d'un point seulement, affichant coordonnées cylindriques. Ouais, moi je sais que je le fais même plus simple, je fais une courbe. En fait, je crée un résultat de déformation pavplot. Je viens chercher la zone cylindrique
et j'affiche la déformation de ça. Et après, on peut éventuellement le faire en isolant finalement, donc en revenant sur un résultat de déformation normale, isoler l'intérieur du cylindre, les placer dans une couche à part, et même chose, demander à afficher déformation cylindrique, le LCS au centre du cylindre, et puis en fait, on peut rendre du R par rapport à ça. Mais de toute façon, alors sur la partie de déformation, typiquement coordonnées cylindriques, il y a des choses qu'on peut faire, mais il faut juste anticiper. Il faut anticiper la position du centre. La position du centre du cylindre. Peut-on anticiper le type de calcul en fonction de la structure de la matière? Non. Car cela dépend des propriétés mécaniques. C'est un peu la même chose que l'histoire du retrait. Une matière peut être amorphe avec des propriétés mécaniques très faibles ou amorphe avec des propriétés mécaniques très élevées. Et après, il y a la structure même de la pièce. Dites-vous que c'est vraiment une analyse de l'ensemble. C'est pas que la matière qui détermine grande déformation, petite déformation. C'est vraiment la pièce en elle-même et la structure. Enfin, la matière. Vous prenez la même pièce, vous la faites en EPDM et vous la faites en PBT chargé, le comportement mécanique sera pas du tout le même. Et ça en fait partie. J'ai un doute sur comment est pris en compte le blocage de la pièce dans un moule dans Molfo. Sur le principe, il bloque peu la pièce dans Molfo. Alors, typiquement en 3D, il bloque peu. Le seul moment où il y a du blocage, c'est en Crims, où justement on va pouvoir bloquer un peu la partie avec le Crims, avec le dual, pardon, cette partie-là. Mais il y a peu de blocage moule et on n'a pas forcément de conformage. On peut pas dire je vais laisser la pièce autant de temps et elle pourra pas appliquer son retrait de telle manière. Donc il y a des choses sur le blocage moule, il y a des choses qui existent et pas toujours, hein. Et n'est pas totalement pris en compte. Ça va être pris en compte par rapport à la géométrie et le fait que le retrait peut s'appliquer dans une direction, mais sur le principe, ouais, ça va pas forcément contraindre la pièce mécaniquement parlant. Chercher les termes. Il bloque le retrait, pas la déformation. Avec midplane, la majorité des calculs sont faits en grande déformation. Non. Avec du midplane, la majorité des calculs sont faits en grande déformation, n'est-ce pas excessif? Euh, ça dépend comment vous faites tourner en fait. Parce que sur le principe, si vous le faites en automatique et qu'il bascule en grande déformation, c'est qu'il a trouvé une valeur propre qui nécessitait une grande déformation. Donc, est-ce que c'est excessif? Non. C'est nécessaire surtout. Enfin, je dirais, vous pouvez très bien dire, je fais le calcul en petite déformation, mais comme j'ai dit, c'est un calcul une petite déformation sur une pièce qui se déforme en grande déformation, ça n'a pas de sens. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, hop. Tu.
Zut, il m'a bougé mon écran, ça ne va pas. L'enregistrement, de toute façon, du webinaire sera disponible et vous le recevrez, je pense, dans la journée ou dans la journée de tête, généralement. Et puis, s'il y a des questions complémentaires, n'hésitez pas, hein, vous passez par le support. Et puis, on essaiera de répondre au mieux sur des besoins ou voilà, vous avez un doute sur un truc, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon week-end, profitez bien. Puis pour ceux qui sont en vacances, profitez bien aussi. À bientôt. Bonne journée, au revoir.